Ma seconde question, ça concerne plus le cursus des 18 mois, comme pour les francophones, comme tu l'as dit, parce que vous avez 6 à 5 mois de cours linguistiques avant le programme proprement dit. Et ce que j'aimerais savoir... Pardon? C'est 3 mois. C'est 3 mois pour le pré, la pré-rentrée, voilà. C'est de juin à septembre pour nous, les non-anglophones. Anglophones, ok, autant pour moi. Parce que on s'était connus dans cette période et en temps normal, je devais vous arracher l'interview qu'on est en train de faire aujourd'hui, je devais vous l'arracher pendant cette période, mais le temps était de l'or, impossible, et vous êtes tous partis sans que je ne vous arrache l'interview. Et je rappelle que vous étiez deux, donc comme je dis vous, donc voilà. Vous étiez deux amis que j'ai connus, un autre cousin béninois qui n'est pas là aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais demander est quel a été plus ou moins comment s'est déroulé le programme. Je sais que vous avez, à part la Suède, vous avez fait le tour du monde pendant votre séjour ici en Suède. Comment ça s'est passé et quel était en réalité le paquet même du programme? Parce que certainement, des gens qui nous suivent aujourd'hui peuvent être intéressés et bim boum, vont commencer par chercher à se mettre à jour pour voir une possibilité de pouvoir se qualifier à ce programme. Tout à fait. Voilà, vraiment, c'est encore une question pertinente. Et le programme, en dehors de ISSP dont je venais de parler, English Skill and Study Program pour nous les non-anglophones, qui a duré 3 mois. Oui. Maintenant, en septembre, tout le monde commence la rentrée. Et le premier semestre, c'est pour de septembre jusqu'à décembre. Et là, c'est le tronc commun. C'est-à-dire que je rappelle que l'université a 7 spécialités. Mais pour ce premier semestre de 3 mois-là, on fait le tronc commun de toutes les 7 spécialités. Il y a plusieurs matières. Il y a la science marine. Après la science marine, il y a l'économie maritime. Après l'économie maritime, on fait le fonctionnement de l'organisation maritime internationale, comment les décisions se prennent là-bas. Après, il y a le droit commercial international. Après, il y a comment l'appelle-t-on, le programme de recherche. On nous apprend le programme de recherche. Il y a la connaissance du navire et tout. Voilà. Quand on prend un module, ce que je dis comme petit, vous prenez un là. Ça partit pour au moins 5 semaines. Hein. Wow. Donc, voilà. Quand on finit ça, à partir de janvier, on va en spécialité. Donc, les 7 spécialités, il y a, bon, je ne sais pas s'il faut les énumérer ou bien on considère le handbook. Hein. Donc, il y a 7 spécialités. Donc, dans chaque spécialité, maintenant, on commence vraiment les matières de base. Moi, j'ai fait Maritime Law and Policy et nous avons notre base. Vous allez voir MSc, Maritime Security and Environmental Administration. On a Port Management, on a, comment on l'appelle, OSGOM, Ocean and Sustainability Governance et tout, jusqu'au 7. Bon, je ne veux pas les citer tous. Donc, c'est ça qu'on fait de janvier, voilà, jusqu'à juin. Maintenant, le 3e trimestre et semestre plutôt, à notre époque, maintenant, ça n'existe plus. Il y avait les mémoires dissertation et il y en a qui ont proposé les thèmes de mémoire qui ont été validés. D'autres, les mémoires les propositions de sujets de mémoire pour ceux qui ont été rejetés ou bien ceux qui n'ont pas proposé du tout. Et je dis, ils vont aux matières sélectives. Donc, nous sommes la dernière promotion à avoir cette option. Maintenant, c'est banni. Tout le monde fait le mémoire. Donc, je vais signaler ça au passage. Donc, quand vous faites ça, et à partir du mois de juin jusqu'à novembre, maintenant, c'est la période des mémoires ou bien des matières sélectives.
Voilà. Maintenant, entre-temps, au second semestre de janvier jusqu'à fin juin, là, en dehors des cours normaux que vous faites, les examens et tout, il y a les voyages d'études. Et les voyages d'études sont programmés selon chaque option. Chaque Moi, je vais parler. spécialité, chaque Voilà. cursus que tu as choisi, oui. Voilà, chaque spécialité. Quand je prends, moi qui ai fait Maritime Law and Policy, nous avons fait effectuer un voyage à Copenhague, à Copenhague là-bas. Au Après, nous avons Danemark. effectué au Danemark. Après, on a effectué un deuxième voyage au Chili. On a Ça, c'est en effectué un Amérique du autre Sud. voilà, en Amérique latine. Voilà. On a effectué un voyage à la CIJ, la Cour internationale de justice aux Pays-Bas. Après, nous avons effectué un autre à Hambourg, en Allemagne. Maintenant, voilà les 4 voyages prévus pour ma spécialité. Maintenant, en dehors de ça, voilà, en dehors de ça, ceux à qui la Fondation Sasakawa a octroyé la bourse, souvent, on va au Japon pour lui dire merci. Et donc, c'était le cinquième voyage, je vais dire. D'accord, d'accord, mais ça a l'air vraiment intéressant. Et est-ce que ce programme t'avait permis quand même de plus te socialiser, déjà avoir une vie sociale plus élargie? Tu as rencontré d'autres étudiants de partout, au fait, d'autres horizons de la planète. Et quelle a été ton expérience, vu que c'était une toute première fois que tu quittes le continent pour une telle expérience? Comment tu as pu vécu avec les autres étudiants? Oui, encore une très belle question. Je rappelle que l'université est multiculturelle, parce que c'est une université mondiale. Tous les 173 pays membres de l'Organisation maritime internationale emploient des étudiants, que ce soit de la région Afrique, Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique latine, l'Australie et tout. Quand on arrive, on nous forme pour ça parce que le brassage culturel, il faut faire attention et on nous a formés pour ça. Et je rappelle que vraiment, ça a été vraiment une excellente expérience parce que nous avons eu des amis sur tous ces continents. Et nous n'avons pas eu un souci à s'intégrer. Parce que, comme on nous a dit, quand on veut discuter, chacun sait que dans la région là, ceci peut s'interpréter comme tel. Mais nous n'avons pas eu de problème avec d'autres étudiants. Chacun a respecté peut-être sa culture. Même lors des cultures, à bord même d'un navire, tel que nous vivions à l'université, c'est ce qui se passe exactement à bord d'un navire. Hein. L'armateur recrute l'équipage sur tous les 5 continents. Donc, voilà, on les forme et ils s'en sortent. Donc, c'est de la même manière qu'on nous a formés à l'université. On nous a rappelé que c'est multiculturel. Donc, la tolérance est de mise. Donc, nous n'avons pas eu vraiment des problèmes. Ça a été vraiment un échange. Je sais, quand je suis avec un Asiatique, je saurais me comporter. Quand je suis avec l'Européen, là, on n'en parle pas parce que les autres sont avec nous depuis la colonisation, on les connaît. Ils sont nos frères de sang. Voilà, exactement. Si je suis avec les autres continents, bref, on s'est accoutumé, vraiment, ça a été un échange enrichissant. Et la dame suédoise qui était chargée des études, Madame Lindel Lundal, elle a su vraiment se prendre pour nous mettre dans le bain. Donc, et je ne peux pas dire que j'ai eu un ami quand tout le temps que j'ai passé là-bas. Vraiment, ça a été merveilleux. Je ne sais pas si c'est ça la question. Une autre question qui m'est venue en tête. Pourquoi avoir choisi de retourner en Afrique? Pourquoi n'as-tu pas choisi de continuer l'aventure ici en Suède et de retourner? Est-ce que c'était parce que
tu étais dans un programme bien précis et tu n'avais pas d'opportunité de changer de statut pour pouvoir continuer à vivre ici en Suède, notamment en Europe, ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es retourné? Parce que je pose cette question parce qu'il y a toujours des malins qui pensent qu'ils peuvent venir et bon, tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, pourquoi tu as choisi de retourner au pays? Oui, à cette question, j'ai deux raisons. Et la première raison, c'est selon le programme de formation. Je rappelle toujours que l'université qui est créée par l'Organisation maritime internationale, qui est une agence des Nations Unies. Donc, la formation à l'université là-bas est faite sous la couverture du système des Nations Unies. Et on sait combien de temps la formation se tient. Et donc, on vous délivre les documents en tenant compte de la durée. Pour nous, les non-anglophones, ça fait 17 mois. Ouais, vous voyez. Donc, quand on vous donne le permis de résidence, ça couvre les 17 mois. Et en dehors des 17 mois, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez en siècle, c'est que vous êtes en situation illégale et vous devez répondre de vos actes. Voilà la première raison qui a fait que tout étudiant qui étudie là-bas, après les 17 mois pour les non-anglophones et les 14 mois pour les anglophones, normalement, ils doivent automatiquement repartir. C'est pourquoi les 2 semaines qui précèdent la fin de la délibération, on vous fait fermer tous les comptes bancaires. Donc, vous devez retirer les espèces que vous tenez pendant les 2 semaines. Ça veut dire qu'après ça, vous devez embarquer pour rentrer au pays. Okay. Et même en remplissant les documents, il y a cette question qui vient. On vous dit, est-ce que vous êtes sûr qu'après les études, vous allez retourner pour servir votre pays? Vous dites oui. Maintenant, comme nous, les Africains, nous sommes de bonne foi, tu ne peux pas dire oui et après les études, tu violes ton serment pour errer en Europe là-bas. Voilà la première raison qui nous amène, qui m'a amené à rentrer. En second lieu, et c'est une raison personnelle, moi, je travaille avec l'adage qui dit on ne se sent que mieux que chez soi. Moi, en allant, je n'avais même pas l'intention de rester. Je suis allé pour être formé et venir servir mon pays. C'est pourquoi, aussitôt fini, j'ai pris le vol pour revenir au Togo. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis vraiment comblé pour cette réponse parce que je reçois tellement de messages, des messages constructifs et des messages vraiment à couper le souffle. Tu te demandes si celui-là réfléchit avant d'écrire sur son clavier ou je ne sais pas comment qualifier des messages qui me parviennent. Et il était super important que je puisse clarifier que ce n'est pas dans tous les programmes d'études que vous pouvez obtenir, venir en Suède et penser y rester après votre formation. Et certaines personnes viennent étudier et ils arrivent à changer leur statut pour obtenir un permis de résident permanent. Mais ce n'est pas tous les programmes qui te permettent d'y rester comme ce que tu as obtenu. Donc, il était super important qu'on puisse clarifier cela, que certaines personnes, au fait, on a toujours des malins parmi notre communauté et tu es d'accord avec moi. Donc, il fallait qu'on soit vraiment clair et précis par rapport à ce point-là. Et une dernière peut-être question. Alors, M. Santa, dis-moi comment le processus de visa se prépare après que, comment dirais-je, après l'obtention de la bourse et comment le processus de visa se prépare. Okay. Innocent, merci pour la question. Je précise, ici, ce n'est pas le visa, c'est le permis de résidence. Parce que le visa, c'est de 1 à 3 mois.
Maintenant que les études s'échelonnent entre 14 et 17 mois selon qu'on est francophone, on est anglophone ou non, donc il s'agit du permis de résidence, voilà. Donc, comme tu viens de le dire, quand tu as franchi toutes les étapes dont je venais de parler et qu'on te notifie que tu as obtenu la bourse, et l'université t'envoie un formulaire à remplir. Et le formulaire, c'est le service d'immigration de la Suède, ce qu'ils appellent là-bas Statsverket ou bien quelque chose comme ça, voilà. Donc, ce sont eux qui vous donnent le formulaire à remplir pour renseigner tout, ton identité, le temps que tu vas faire là-bas, les raisons du voyage en Suède. Et quand tu remplis là-bas, maintenant, on te donne l'adresse de leur ambassade pour l'Afrique de l'Ouest qui se trouve à Abuja, au Nigeria. Et maintenant, tu vas te soumettre le formulaire rempli à la chose, à l'ambassade. Donc, l'ambassade va accuser réception et il donne un code où tu vas suivre l'évolution de l'étude de ton dossier au jour le jour. Okay. Donc, en termes de pourcentage, on va te dire que votre dossier est en étude à 30%, à 40%, ainsi de suite, jusqu'au jour où, quand c'est 100% maintenant, on t'envoie le message. S'il y a des informations à compléter, tu les complètes. Et jusqu'au jour où le dossier est prêt. Et maintenant, on te programme le rendez-vous pour une interview à Abuja, à Lagos. Donc, on te donne la date, l'heure, on t'indique comment tu vas retrouver l'ambassade du Royaume de Suède au Nigeria. Donc, quand tu finis maintenant, tu prends le vol et tu t'y rends et tu rentres dans la salle d'interview. D'abord, il y a les procédures de fouille pour les raisons de sécurité à l'extérieur, à l'entrée plutôt, j'allais dire. Okay. Et quand tu vas, voilà, tu rejoins maintenant la salle d'interview et tu présentes ton identité que tu as tenue. On vérifie bien, on rentre dans la base de données, on s'assure que c'est toi qui avais soumis en ligne la demande de l'obtention du permis de résidence. Okay. Et maintenant, voilà, les questions commencent, on te pose la question, tu te présentes et il a toujours la copie de tes documents d'identité, il vérifie tout. On te pose les questions genre comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais au pays et pourquoi tu veux aller en Suède. Quand tu réponds au fur et à mesure, quelle est l'institution où tu veux fréquenter, tu donnes, pour combien de temps tu donnes. Et on te pose la question après ça, est-ce que tu reviens ou bien tu veux y rester ou bien tu vas aller ailleurs et tout, tu réponds à toutes ces questions. C'est enregistré, bien sûr, hein. L'interview est enregistrée comme on est en train de le faire. Et donc, après, on te prend la photo, forme comment les photos numérisées là. Oui. Et on te donne, comment l'appelle-t-on, une sorte de reçu avec un numéro. Et donc, tu rentres, tu laisses ton contact, ton adresse mail, la boîte postale et tout à leur niveau. Et donc, quand tu fais ça, ça dépend. Pour ceux qui ont déjà voyagé dans l'espace Schengen, le temps est un peu court par rapport à ceux qui n'ont jamais voyagé. Donc, quand tu as voyagé peut-être 4 semaines au maximum, tu dois avoir une réponse. Donc, on va te recontacter par mail que tu avais laissé en disant que ton permis de résidence est prêt. Maintenant, le jour-là, on va te poser la question, est-ce que tu vas revenir à l'ambassade là-bas pour le chercher au moment où il est prêt ou bien tu voudrais aller à leur consulat qui se trouve à Accra. Moi, je parle de nous, de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas des autres parties de l'Afrique comment ça se passe. Donc, je parle de l'Afrique occidentale. Donc, ils ont l'ambassade à Abuja au Nigeria et le consulat à Accra au Ghana. Donc, le jour-là, tu vas dire où est-ce que tu souhaiterais retirer ton permis de résidence. Et donc, quand c'est Accra, une fois que c'est sorti, on te notifie par de l'adresse mail et c'est là-bas que tu vas te présenter pour récupérer. Maintenant, il y en a, pour la première fois, ils sont un peu prudents. Ils vont te dire que non, tu dois revenir à l'ambassade pour retirer ça. À Lagos. Ils nous avaient dit, à Lagos, bien sûr. Ils nous avaient dit entre-temps qu'ils avaient envoyé ça et le permis est perdu. Ils ont été responsables.
comme c'est la première fois que tu es rentré dans la base de données, donc pour être sûr, il va falloir que tu reviennes à Lagos même pour... j'ai dit à Lagos, Abuja, pas à Lagos. Abuja, autant pour moi, oui. Voilà, Abuja, voilà. Donc, tu dois revenir à Abuja. Qui finance les déplacements d'Abuja, tout le processus d'obtention du permis de séjour? Voilà, je rappelle que l'interview c'est le billet d'avion aller-retour que le service qui te présente pour, comme je le disais, et pour aller, il faut travailler dans un secteur de maritime, même si c'est une institution publique ou privée. Donc, c'est le service qui t'a présenté comme candidat ou candidate pour aller étudier et qui se charge de ça. À défaut, tes parents ou bien toi-même, tu vas payer l'aller-retour d'Abuja à ton pays et après tout, le billet d'avion aller pour Malmö, soit c'est le service qui paye ou bien c'est toi-même qui paye. Donc, c'est le retour que la bourse que tu as obtenue prend en charge. OK, donc, grosso modo, c'est la bourse préfinance tes déplacements à 50% au niveau de l'obtention du visa et au niveau de ton départ pour la Suède. Exactement. Donc, ce trajet-là, c'est toi-même et ton service qui le fait. Maintenant, la bourse prend en charge ta vie. C'est-à-dire qu'en dehors de les frais d'études, les frais de vie et le retour, le logement. La bourse qui prend. Voilà, le logement, tout ça, là, c'est y compris dans la bourse. Les frais de formation et le retour, tout ça, là, les voyages d'études dont je venais de parler, c'est la bourse qui prend ça en charge. La météo en Suède, comment tu l'as vécu? Il fallait commencer par cette question. Il convient avec moi que moi, je quitte ici à une température de 35 degrés et j'arrive en été, bien sûr, parce que je sais que ça tendait vers la fin de l'été. Parce que je suis arrivé le 12 août 2017 et je me retrouve du coup, de train, je me retrouve avec 9 ou 10 degrés. Imagine psychologiquement ce que j'ai subi. Je t'assure que le lendemain, si c'était possible que je suive les cours en ligne pour revenir en Afrique ici, je l'aurais fait, mais je n'avais pas de choix quand même. Franchement, l'assiette m'a beaucoup plu. Tout mon problème, c'était la météo. Franchement, ça n'a pas été facile pour que je m'habitue. Malgré que j'avais cherché les manteaux lourds, des gants, des chapeaux, mais ça n'a pas été facile. Et surtout, dans le mois de novembre jusqu'à fin mars suivant, non, ça n'a pas été facile. Et bizarrement, à congé de Noël, presque toute l'université, la résidence universitaire, bon, tous les étudiants étaient pardon, on était 3 Africains, un Ghanéen qui était malade, un Libérien et moi. Et franchement, quand on sortait pour aller au supermarché ou bien au marché des fruits là-bas, pour chercher des fruits, franchement, non. Psychologiquement, j'étais impacté par le temps, mais quand j'ai continué jusqu'en juin suivant, jusqu'à finir, mais j'étais habitué, ça ne me dérangeait plus. Sinon, la Suède, c'est un beau pays. C'est le temps là vraiment qui, au départ, m'a vraiment malmené. J'avais envie de revenir en Afrique. Voilà. Mais il faut te dire au passage que Malmö, étant la 3e ville, est complètement au sud de la Suède. Le temps est quand même agréable parce que si nous dépassons, nous allons plus haut et encore un peu plus haut de Stockholm. Et en allant vers la Finlande, en haut, là-bas, c'est la catastrophe. Et donc, la population suédoise est plus concentrée dans le centre et le sud que complètement au nord.
Donc, j'aimerais en plein hiver faire un tour complètement au nord pour vraiment aller toucher du doigt les moins 60, moins 70 degrés qu'il fait là-bas. Et avant que cela ne se produise, que Dieu me donne longue vie pour que je puisse expérimenter cela. Effectivement, ce que tu as raison, parce que en décembre 2017, j'avais prévu aller rendre visite au jeune frère de mon directeur de l'époque. Quand j'ai consulté la météo, j'ai vu que on était autour de 1 ou bien moins 2, mais là-bas, ils étaient déjà à moins 14. J'étais obligé de lui mentir que non. On nous a donné l'exercice, je ne pouvais plus venir. Voilà. Pour te dire que non. Quand j'ai vu le temps là, ça m'a découragé en même temps. À ce quoi, mais. Mais il faut te dire, on est en train de finir par une très belle note parce que, en dépit de tout, il faudrait que tous ceux qui veulent venir faire des expériences ici en Suède sachent vraiment que la météo est un autre facteur à prendre vraiment en considération. Moi, bizarrement, moi, je l'ai toujours dit que le froid ici, pour moi, est relatif. Ça dépend de qui arrive. Moi, je n'ai pas froid. Sincèrement, moi, je n'ai pas froid en Suède. La Suède, la météo de la Suède, moi, elle me plaît parfaitement. Tu vois? Et parce que dans les maisons sont construites en tenant compte des facteurs du météo. Cela sous-entend dire, actuellement, tu vois, je suis habillé très légèrement, mais au dehors, ça caille déjà. Tu vois? Maintenant, contrairement aux autres pays européens, quand tu vas vers le sud, la France, l'Espagne, en tout cas, quand tu descends, même en Allemagne à côté là, parce que l'année passée, j'étais à Berlin et les maisons sont froides, les maisons sont tellement humides. Donc, ça fait que dans les maisons, dans les chambres, on est toujours bourré. Tu vois, alors que ici, tu aurais remarqué, quand c'est au dehors que tu es traumatisé par le froid, mais une fois tu rentres à l'intérieur, je me rappelais, une fois tu m'as invité et on était à table, on transpirait, tu te rappelais, on transpirait dans les chambres, alors qu'au dehors, ça faisait des températures vraiment très malades, tu vois. Donc, pour moi, le froid est relatif, vraiment. Maintenant, pour tout Africain qui débarque dans le pôle Nord, ici c'est carrément le pôle Nord, tu vois, et donc c'est normal que ça traumatise pour un moment. Effectivement, c'est ça. C'est normal parce que si tu as fait l'Italie, l'Espagne, en tout cas les pays du sud de l'Europe, tu vas te rendre compte parce que quand moi je vais en vacances au sud de l'Europe, je n'arrive plus à rester, surtout en hiver, parce qu'il fait extrêmement froid. Tu vois? Ici, c'est un mur. Ici, c'est un mur, mais seulement qu'il y a d'isolant. Tu vois? D'une manière que le froid n'arrive pas à pénétrer. Alors que les pays du Sud, ils font le mur sans isolant. Je vois. Tu vois? Donc, c'est ça la différence. Et dans les maisons, on les chauffe très légèrement. Et déjà, tu es parfait. Donc, pour tous ceux qui sont des candidats à ce programme, on n'a pas voulu mettre le lien de l'université, appeler le lien de l'université, rien du tout, parce que ceux qui sont intéressés par ce programme, il y a des liens en description de cette vidéo qui vous permettra de me contacter et avec certains critères avant que je ne vous donne le nom du site internet
pour pouvoir, comment dirais-je, profiter de cette opportunité. Donc, Monsieur Santa, c'est un plaisir. Un dernier mot, je ne sais pas, un dernier mot. Voilà, non, ce que je voudrais, ceux qui vont écouter cette petite vidéo, il faudrait qu'ils fassent le distinguo entre comment aller à l'université multimondiale et comment aller aux universités publiques de la Suède, parce qu'ils ne sont pas elles ne sont pas plutôt sous le même régime. Moi, je n'ai pas fait les universités officielles de la Suède. Je ne m'y connais pas. Parce qu'il y avait des amis qui étaient à Lund, ils venaient, mais c'est pas le même processus. Je crois qu'il faudrait que ce soit clair. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui n'est pas dans une institution du secteur maritime, et s'il veut aller faire la géographie ou bien quoi, je ne sais pas, c'est clair qu'il ne peut pas aller à l'université maritime mondiale. Il va chercher peut-être une université officielle ou bien publique de la Suède. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler ici. Là, peut-être il va chercher les informations ailleurs. Parce que beaucoup, quand je suis revenu, il y a 2 jeunes qui m'ont approché, ils confondaient ça. C'est pourquoi je veux faire cette précision. Voilà ce que je voulais dire. Justement, tu as parfaitement raison. À cet effet, je devais avoir, comment dirais-je, une interview. Je devais enregistrer une interview avec une étudiante, et elle est du Nigeria, qui, comment dirais-je, s'est inscrite dans une université, dans les universités classiques et nationales de la Suède, et elle m'a promis comment dirais-je, de me dévoiler tout le cursus qu'elle a pu obtenir et utiliser pour intégrer l'université, tu vois. Et là, et c'est pour cela que je ne suis pas trop rentré dans le domaine, mais c'est très important que ce que tu viens de clarifier pour que ceux qui nous suivent sachent vraiment que nous sommes en train de parler d'une des universités vraiment qui est particulière. Pardon? Particulière. J'ai dit l'université particulière. Effectivement. Parce que même les bourses en question, ce n'est pas le royaume de la Suède qui offre ces bourses. C'est un programme tout à fait spécial. À part ça, tu as d'autres choses à ajouter? Et je pense que moi, je voulais encourager surtout nous, les francophones, de faire un effort pour mettre à niveau notre anglais. Parce que j'ai constaté que nous, les francophones à l'université, on est très minoritaires. Quand je prends notre promotion, par exemple, à part ton compatriote Fabrice, et les quelques francophones qui étaient là, c'était les Camerounais. Les autres sont bilingues. Je ne peux pas les appeler même les francophones. Parce que quand je dis francophone, c'est 100% français. Les autres sont 50-50. Donc, pour moi, ce ne sont pas les francophones. Donc, toute une promotion, on était 2. Et quand je prends le cas de mon pays, le Togo, c'est tous les 5 ans minimum qu'on va. C'est-à-dire que quand quelqu'un va, il revient, et il se passe 5 ans avant que quelqu'un d'autre n'ait la capacité en anglais pour aller étudier dans cette université. Or, les autres pays, chaque année, ils envoient les étudiants. Et nous sommes trichés parce que tous les pays membres de l'OMI cotisent à l'OMI pour le fonctionnement de l'université. Vous cotisez et vous n'envoyez pas les gens pour se former, pour rehausser le niveau des ressources humaines. Donc, ce sont les pays francophones, là, franchement, ils perdent à cause de la barrière linguistique. C'est pourquoi j'exhorte ici les ressortissants des pays membres francophones qui désirent travailler dans ce secteur, de franchement faire un effort pour mettre à niveau leur anglais. Comme ça, on va aussi bénéficier, au lieu que ce soit seulement les anglophones qui investissent. Nous, on est à la peine. Voilà ce que je voulais ajouter. Vraiment, Monsieur Santa, c'est un plaisir pour moi de t'avoir. Tu ne peux plus être clair que ça. Il est évident que, à part votre promotion de 2017, j'en ai plus du tout rencontré encore de francophones dans le programme. Ce qui sous-entend
très bien comment dire, la problématique que tu viens de souligner. Si nos étudiants, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Sénégal, très bien, le Niger, voilà. Le Niger et même les Maghrébins peuvent aussi en profiter, n'est-ce pas? Voilà. Non, tous sont membres. Seulement que la barrière linguistique, eux aussi sont un peu rares. Même en français, même avec l'arabe, même, ils prennent le devant, même le français, même, ils ont des difficultés sans parler de l'anglais, tu vois. Justement, donc on a le Congo, on a le Tchad, on a la Centrafrique. Je ne dis pas même les pays de l'Afrique centrale, là, à part le Cameroun qui vient là, je n'ai jamais croisé quelqu'un. Au moins, nous, les gens de l'Afrique de l'Ouest, c'est encore mieux même que quelques francophones vont. Même le Congo, entre-temps, les deux Congos. Comme quoi, voilà, les deux Congos, ils ont dit non, que ce n'était pas normal que la langue de l'étude soit l'anglais parce que notre organisation maritime internationale a reconnu 6 langues de travail, dont le français. Et pourquoi c'est toujours l'anglais? Donc, on leur a dit non. Si enseigner dans les 6 langues, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi l'anglais qui est la langue de navigation, qu'elle soit maritime ou bien, pourquoi c'est cette langue qui est retenue pour la formation. Donc, voilà. Effectivement, il y a eu un bug, mais c'est bon quand même. De toutes les façons, l'information est passée. L'information est vraiment passée. Donc, lorsque je prie vraiment pour que d'un moment à l'autre, je puisse arracher une trentaine de minutes à l'étudiante qui m'a promis de passer à l'exercice de l'entretien. Et je peux dire que ça va prendre encore un tout petit peu de temps parce qu'elle vient d'accoucher. Elle vient de devenir une mère nourrice, donc ça me sera vraiment compliqué de lui arracher un bout de temps pour l'entretien, mais cependant, je ferai de mon mieux pour que cela soit fait. Donc, je pense qu'on a tout dit. Maintenant, Monsieur Santa, vraiment, le plaisir est pour moi que tu m'as accordé. On a parlé de 30 minutes, mais apparemment, c'est parti au-delà de 30 minutes, mais ça me fait beaucoup plaisir que tu as eu le temps de détailler de long à large le programme, ta vie personnelle, comment tu as vécu tout cet ensemble d'expériences ici en Suède et aujourd'hui, tu sais ton pays et tu reviens en tant que, comment dirais-je, formé et à l'international. Et c'est ton pays, c'est l'Afrique qui bénéficie. Je veux encore rappeler que je ne suis pas en train de glorifier ou de mettre la Suède comme étant le paradis sur terre. Et nous sommes déjà en Europe et nous avons une mission. La mission, certaines personnes veulent rentrer au pays et certains, malheureusement, ont été déçus par l'Afrique et ont préféré rester ici, rester dans la diaspora. Et pour ceux qui veulent retourner au pays, quand vous venez et vous obtenez les formations, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour développer le continent, repartez au pays, comme M. Santa l'a fait. Moi, tôt ou tard, très bientôt, même pas tôt ou tard, très bientôt, je vais retourner en Afrique et je me prépare lentement et sûrement. Donc, quand je parle de venir vivre et travailler en Suède, je ne suis pas dans cette logique de faire fuir les cerveaux de l'Afrique pour qu'on puisse tous rester ici, mais c'est de venir et obtenir le maximum de connaissances ici et de richesses en termes de valeur et d'implémenter cela dans nos pays africains. Donc, Monsieur Santa, le plaisir est pour moi de t'avoir et j'espère que
On ne sait jamais. Tu peux faire encore un tour. L'histoire aura retenu que tu as été mon premier invité sur la chaîne. Vraiment, frère Kofi, écoute, vraiment, ça a été un plaisir partagé de m'être entretenu avec toi. Et ça me va tout droit au cœur que tu sois en Europe, mais que tu penses déjà comment organiser pour que tes frères africains aient des opportunités pour aller arracher des connaissances qui vont leur permettre de développer l'Afrique. Et je suis d'accord avec toi que personne ne peut construire l'Afrique si ce n'est nous-mêmes. Et donc, ceux qui pensent que quand ils vont aller rester en Europe, ils n'ont pas fait poser la question. Donc, l'Afrique sera laissée pour son sort. Il va falloir que nous changions de paradigme. On dit qu'on ne se sent que mieux que chez soi. C'est vrai qu'ils ont des avantages, mais elles sont matérielles. Quand vous considérez d'autres aspects moraux, sur le développement et tout, mais tu as appris quelque chose qui ne sert pas à ta communauté, mais est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Dans ce sens, je suis d'accord avec toi que, franchement, que cette chaîne de publication édifie les Africains, qu'ils aillent arracher la connaissance et ils vont revenir ensemble pour que nous construisions notre continent ou bien, j'allais dire même notre pays, qu'est l'Afrique. Donc, une fois encore, vraiment, merci beaucoup pour cet entretien. Justement, parce que ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire, en tant que francophone, on n'est pas défaut affilié à la France, la Belgique, et on est concentré dans ces pays qui eux-mêmes n'ont pas de système, ils souffrent à l'interne. Donc, la majorité des francophones ne se rendent pas compte que le meilleur système social solide de l'Europe se trouve au nord de l'Europe. Les pays nordiques regorgent d'une tranquillité incroyable que seuls ceux qui vivent ici peuvent en témoigner. Tu n'as pas le peu de temps que tu as passé ici, tu as vu comment on compte du doigt la tête noire, la couleur et les personnes de couleur comme on nous appelle. Alors que contrairement en France et en Belgique, même encore en Allemagne, c'est gâté. Les Blancs, les pays des Blancs même, à peine on arrive à les retrouver dans la masse. Non, c'est ce que je leur disais. Je disais que les pays du continent même, moi, en tout cas, la différence avec nous, les Africains, peut-être, ils sont vers les pôles nord. Sinon, et les vrais pays européens considérés, ce sont les pays scandinaves. Sinon, l'Allemagne, France, Belgique et tout, ils ne sont pas différents de nous. D'ailleurs, même, il y en a même qui vont même là-bas pour se chercher à résider là-bas. Donc, ils n'ont qu'à comprendre que en se concentrant dans nos anciennes colonies, ce n'est pas ça la solution. Voilà, il faut aller ailleurs apprendre pour venir développer l'Afrique. Justement, donc moi, mon objectif, c'est de désengorger un peu la France. Je suis en train même de faire un travail pour la France, c'est-à-dire amener un peu les Africains vers, surtout les pays dits francophones, vers la Scandinavie pour pouvoir bénéficier du système solide et de la tranquillité de vivre. Ici, tu n'as pas besoin de deux boulots par nécessité pour pouvoir joindre les deux bouts. Tu es d'accord avec moi? Tu as vécu ici et tu as vu que personne dans ton entourage... Même l'air chimique même peut te permettre de vivre normalement, alors que quand tu vas dans d'autres pays, là, ce n'est pas le cas. Les gars accumulent 2, 3, 4 boulots, ne serait-ce que pour joindre les deux bouts, pour finir les fins du mois. Donc, il y a déjà un problème. Il y a un problème. C'est justement pour ça que... Même l'aspect racisme. Je leur ai dit, tous ceux qui m'envoient, j'ai dit non.
les pays scandinaves, il n'y a pas trop de racisme. En tout cas, même s'ils ont ça dans leur classe, ce n'est pas le désordre qui se fait en France où on va se créer des suies sales, nègres, quoi. Il y a des lois en Scandinavie. Quand tu prononces ça, quand tu vas répondre devant l'autorité, hein, ça ne se fait pas comme ça. Justement. Donc, vraiment, merci beaucoup. On va devoir clore cette interview. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir que tu m'as accordé ce temps, ne serait-ce que pour éclairer la communauté. Et puis, j'espère que ce moment va sauver beaucoup de vies et beaucoup de personnes peuvent en profiter de cette opportunité et pourquoi améliorer leur vie sur le plan personnel de leur communauté africaine et puis voilà, du continent aussi africain. Donc, sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, c'est le plaisir de partager et c'est notre espoir pour notre continent africain. Merci beaucoup et on est ensemble. Nous sommes à la fin du deuxième partie de l'entretien et les questions, je sais que vous avez tellement de questions. Laissez les questions, d'autres questions qu'on n'a pas pu aborder dans les commentaires. Il va certainement vous répondre en commentaire ou si possible, laissez-moi un message via le groupe WhatsApp et ensemble, nous verrons en quoi on peut vous aider à répondre à toutes ces questions qu'on n'a pas pu aborder et vous aimerez aussi quand même que nous revoyons, nous passons en revue ces questions. Maintenant, la seconde chose que j'aimerais aussi dire, c'est si vous êtes intéressé par cette opportunité de bourse dans le domaine maritime ici en Suède, il y a deux étapes simplement à franchir. La première étape, c'est de s'abonner à cette chaîne et de m'envoyer par le lien WhatsApp le nom par lequel vous êtes abonné parce que le back-office de la chaîne démontre clairement que plusieurs suivent la chaîne mais ne se sont pas abonnés. Donc la première des conditions, c'est que je puisse vérifier la véracité de votre abonnement. Et la seconde chose, c'est de m'envoyer un message via le groupe WhatsApp et déterminer le pays dans lequel vous m'envoyez ce message. Et c'est suite à cela, en indiquant bien sûr que vous êtes intéressé par cette opportunité d'étude parce que vous voyez, c'est démontré dans l'entretien, Monsieur Victor l'a dit dans l'entretien, combien de fois les pays dits francophones de l'Afrique centrale que de l'Afrique occidentale sont vraiment très peu représentés dans ce programme. Donc, cette opportunité, ce sont simplement les anglophones africains, les pays anglophones africains et les autres continents qui en bénéficient. Dans leur promotion, ils étaient seulement que 2 Africains de l'Afrique francophone qui étaient représentés, soit le Togo et le Bénin. La Côte d'Ivoire n'y était, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso et j'en passe. Où sont les autres? Vous avez cette opportunité. Nos États contribuent à ce programme-là. Ils investissent dans ce programme et pourtant les citoyens ne sont pas assez représentés. Donc c'est une opportunité pour vous de le faire. C'est pour cela cette vidéo, ne la gardez pas pour vous, même si vous ne remplissez pas les conditions, mais partagez-la au maximum dans tous les groupes WhatsApp, dans tous vos sociaux et médias, et afin que ça peut toucher quelqu'un peut être à la recherche d'une telle opportunité et n'a aucune idée de comment faire, alors c'est une très bonne opportunité. Et comme je l'ai promis, l'aventure des opportunités d'études vient de commencer et ce n'est
que le début. J'ai d'autres interviews qui sont programmées dès que possible, si j'ai la disponibilité des participants et puis tout est mis en ordre, qu'ils soient ici en Suède ou partout dans le monde, on peut organiser des interviews grâce à la magie de l'Internet et je ne manquerai pas de vous servir. Dans les jours à venir, je suis en train d'organiser d'autres entretiens concernant le rapprochement familial ici en Suède. Et comment, avec un conjoint ou un partenaire de mariage, vous pouvez vous intégrer, vous pouvez quitter un pays de l'Union européenne facilement et venir vous installer ici en Suède. Des gens l'ont fait et ils sont dans le pays, ils vont vous partager leur expérience et vous allez vous inspirer de ces expériences pour vous préparer si c'est votre cas aussi. Certaines personnes aussi qui me suivent ici en Suède et qui aimeraient, qui suivent la chaîne, beaucoup suivent la chaîne, je sais, et aimeraient partager leur expérience, contactez-moi, je suis ouvert, disponible et nous allons organiser, même si possible, si je peux me déplacer pour que l'entretien soit physique et je peux le faire ou au pire des cas, et le Zoom est là, on organise quelque chose et puis ça passe tranquille. Donc, merci beaucoup pour m'avoir suivi, ce fut un grand plaisir pour moi de vous servir et dès que l'occasion se présente, je ne manquerai jamais de le faire. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit, dépendamment de votre situation géographique et à très bientôt. Wow.